bonsoir tout le monde. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous présente Philippe Morel, qui nous fait l'honneur de réaliser une vidéoconférence intitulée « Au plus près de Mars ». De son propre aveu, Philippe dit être tombé dans la marmite de l'astronomie lorsqu'il avait 5 ans, lors du passage de la comète Ikeya-Seki. Et cette passion s'est confirmée lorsque son père lui a dit que les taches sur la Lune n'étaient qu'une illusion. Curieux de nature, il s'est documenté et en 1969, il a suivi avec grand intérêt la mission Apollo. Année particulière s'il en est. Tout le monde s'accorde pour dire que 69, année historique, 69, année du déclic. Bon, pas tout à fait, mais c'était pour la rime. Astronome amateur, Philippe est aussi médecin réanimateur, musicien, collectionneur, écrivain. Et il a un fort penchant pour tout ce qui est vieux. En qualité d'astronome amateur, il a une belle carte de visite. Tour à tour, membre de l'Association française d'astronomie, puis de la Société astronomique de France et de l'Astro-Club de France. Vice-président, puis président de la Société astronomique de France. Et au passage, il a eu le plus long mandat de président qu'il y ait eu dans toute l'histoire de la Société astronomique de France, depuis sa création en 1887 par Camille Flammarion. Membre du comité de rédaction des revues Astrociel et de l'astronomie pendant de nombreuses années, publication dans le magazine américain Sky et Télescope. Et depuis 2015, président de l'Astro-Club de France et président d'honneur du club d'astronomie caudrésien. Philippe a plusieurs cordes à son arc. L'astrodessin, dont il redore le blason dès le début des années 80, avec de nombreuses publications dans les revues Ciel et Espace, Astrociel, Sky et Télescope. L'optique astronomique, pas étonnant qu'il se soit lié d'amitié avec Jean Texero, ingénieur opticien. L'observation visuelle, avec un faible pour les éclipses de lune et de soleil. Il a d'ailleurs arpenté le monde pour assouvir sa passion, mais aussi pour les comètes et le ciel profond. L'histoire de l'astronomie et la diffusion des connaissances auprès du public, à l'instar de Camille Flammarion et Pierre Bourges. Et à ses heures perdues, parce que oui, bizarrement, il en a, paraît-il, l'imagerie. Son parcours a été jalonné de belles rencontres. Tout d'abord littéraire avec Camille Flammarion, puis avec Pierre Bourges, avec qui il a une belle amitié. Ce dernier était d'ailleurs présent lors de l'inauguration de l'Observatoire d'Uranie à Saint-Saulve, dont Philippe a été l'instigateur. Ils ont créé ensemble la Fête du Soleil en 1994, rebaptisée plus tard le Festival du Soleil, journée Pierre Bourges à la disparition de celui-ci. C'est un événement très attendu et incontournable pour les astronomes. Puis Philippe lui a aussi dédié une conférence intitulée « L'homme curieux des étoiles ». Son carnet d'adresses est aussi impressionnant, de Michel Mayor, prix Nobel de physique en 2019, en passant par Kathleen Césarski, au commissaire à l'énergie atomique, Agnès Acker, astrophysicienne, Jean-François Clairvoy, spationaute, pour ne citer que. Fait marquant, ils étaient présents lors de l'inauguration de son observatoire à Prich, baptisé Charles Fehrenbach, l'un des pères fondateurs de l'astrophysique française. La sympathie amenant la sympathie, Philippe s'est entouré d'amis qui l'aident dans ses projets, notamment la construction d'un dôme motorisé à Prich, la mise en valeur de ses nombreuses collections rassemblant des œuvres uniques de Camille Flammarion, entre autres, et aussi les instruments ayant appartenu pour certains à Pierre Bourges. L'organisation d'événements, conférences, expositions, dont celle de Camille Flammarion. Philippe a souhaité que son observatoire soit un lieu de partage ouvert à tous, tant pour les astronomes amateurs que pour le public. Non content de cette vie bien remplie, Philippe trouve le temps d'écrire et de coécrire bon nombre de livres, dont Au plus près de Saturne, préfacé par le regretté André Braic, Au plus près de Mars, qu'il a écrit en 3 mois pour la petite histoire, et bien d'autres bien sûr. Pour terminer et illustrer son penchant pour les vieilles choses, il est en train de rénover la plus ancienne maison de la ville de Valenciennes datant de 1455, dont il en relate l'histoire lors des journées du patrimoine. Philippe qualifiait Jean Texero d'ennemi juré de la flatterie et de l'intéressement personnel. Il me semble que cette phrase pourrait très bien lui convenir aussi.
Pourtant, Philippe s'inscrit dans une lignée prestigieuse de Camille Flammarion à Pierre-Bourges. Du haut de sa montagne de savoir, jamais il n'a eu un regard condescendant sur les novices. Mais outre ses qualités humaines et intellectuelles, avant tout et surtout, Philippe est un bon camarade qui a cœur de promouvoir l'astronomie pour tous. Et ce n'est ni de la flatterie, ni de l'intéressement que de dire cela. Bonne conférence, Philippe. Merci, Marie-France. Bien, donc nous allons entamer ce petit voyage vers Mars, premier épisode. Donc je vais partager l'écran. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Et là, vous avez une magnifique page bleue. Rassurez-vous, c'est normal. Alors, Marie-France a cité un de mes deux ouvrages, enfin, c'est pas un de mes 6 ouvrages plutôt, à savoir Au plus près de la planète Mars. C'était à l'occasion de l'opposition de 2003, qui a été la plus historique et soi-disant la plus spectaculaire. Quand je dis soi-disant, c'est pas forcément pour nous. Effectivement, Mars était au plus près de la Terre, c'était la première fois depuis 56 millions d'années. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas bien haute sur l'horizon, surtout dans le nord. Elle était bien sûr suffisamment haute pour qu'on puisse voir quelque chose, mais c'était quand même pas forcément le Pérou. Alors ensuite, il y a eu celle de 2018, qui a été à peu près aussi belle que celle de 2003. Pour Mars, c'était d'un diamètre apparent un peu plus petit, mais le problème, c'est qu'elle était encore plus basse. Moi, la seule vue que j'ai eue de cette opposition, c'était le soir de l'opposition en Iran, puisque je devais être invité à un colloque donc organisé par l'Université de Tabriz, et c'était l'équipe de l'Institut d'astrophysique de Paris qui m'y avait convié. Et donc là, effectivement, Mars était entre 45 et 50 degrés de hauteur au nord de l'Iran, et là, l'image était très belle. Mais c'est vraiment la seule que j'ai vue, vraiment bien résolue. Et donc, il se trouve que cette opposition actuelle de 2020, même si le diamètre apparent est un peu plus petit qu'en 2018 et encore plus petit qu'en 2003, la hauteur fait que, en gros, c'est la plus belle opposition qu'on a eue depuis celle de 1988, où Mars a culminé à 38 degrés de hauteur, et celle de 1973, où Mars était à peu près à 50 degrés de hauteur. Alors, tout ceci pour dire, par rapport au livre Au plus près de la planète Mars en 2003, la rédaction de cet ouvrage s'est faite en 3 mois, simplement parce que j'ai eu l'opportunité de trouver un éditeur avant d'avoir le manuscrit. C'est-à-dire que j'y suis allé un petit peu au bluff en disant à l'éditeur, oui, on a un manuscrit prêt, il faut le peaufiner, dans 3 mois, ça peut être prêt. Alors qu'on n'avait strictement rien. C'est pour cela que c'est une coédition avec un certain nombre de co-auteurs qui, pour la première et dernière fois, ont rédigé ensemble, à savoir Pierre Bourges, Audin Dofus, Jean Dragesco, Olivier de Boursac, Richard Hillman, Jean Méhus, Francis Rocard, Jean Texero et René Verso. C'est le seul ouvrage donc, à viser les astronomes amateurs et du public qui a réuni toutes ces signatures. Tout ceci pour vous dire que dans cet ouvrage, on trouve tous les aspects de la planète Mars, dont l'historique qui va être le sujet de l'exposé de ce soir. Alors, on va remonter bien loin dans le passé, parce que, bien sûr, on ne va pas vous dire qui a découvert Mars. C'est un peu dire qui a découvert le Soleil ou découvert la Lune. Tout le monde a découvert le Soleil et la Lune en même temps, et tout le monde a remarqué ce point rouge qui vire d'ailleurs à l'orangé et au blanc, quand il s'approche très très fort de la Terre, depuis la nuit des temps. Et naturellement, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que cet objet, puisqu'il se promenait parmi les étoiles. C'était un astre errant, une planète. Et une planète qui avait pour particularité d'avancer et de reculer régulièrement. Donc ça a intrigué quand même les anciens. Et donc, elle a porté plusieurs noms. Dès l'Égypte antique, quand on dit l'Égypte antique, le début de la civilisation égyptienne, on la date environ en 3550 avant Jésus-Christ. Donc, elle portait soit le nom d'Armakis, qui était l'Horus dans l'horizon. Alors, l'Horus, c'était a priori le Soleil dans l'horizon, mais il y a plusieurs planètes qui ont été intitulées l'Horus dans l'horizon. Jupiter a pris aussi ce titre-là. En gros, c'était l'astre brillant dans l'horizon.
astre crépusculaire s'il en est, d'autant plus que Mars n'a jamais été qu'un astre crépusculaire. Les seuls astres crépusculaires sont Mercure et Vénus. Vous savez que Mercure et Vénus, on ne peut pas les voir au méridien minuit, forcément, puisque ce sont des planètes intérieures. Ensuite, la dénomination égyptienne, c'est Ardisher, qui veut dire la rouge, assez simple. Et ensuite, il y a une dénomination qui montre qu'ils avaient déjà remarqué cette particularité, c'est Segded FM Keket, qui veut dire celle qui voyage à reculons. On la retrouve aussi donc, dans les tablettes au niveau de l'Acadie, les tablettes du roi Sargon d'Akkad. Et là, on est à peu près à 2300 avant Jésus-Christ. Ensuite, on remonte un petit peu dans le temps. On arrive à l'époque des Chaldéens, 600-900 avant Jésus-Christ. La Chaldée, c'était une civilisation qui était quand même très très avancée pour l'époque. Et il l'appelait Nergal, qui est le grand héros. Et là, le roi des batailles est le champion des dieux. Et vous voyez que la couleur rouge commence à signifier quelque chose de relativement sanglant et sanguinaire. Donc la dénomination, enfin la connotation martiale, comme on dit aujourd'hui, de Mars, ça vient de là, elle remonte à l'époque des Chaldéens, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors, sur la bord de l'Euphrate, elle avait un autre nom, c'était Almou. Et les Grecs l'ont appelé dans un premier temps Pyrosis, qui veut dire l'étoile de feu, et puis ensuite Arès, qui est le dieu de la guerre. D'ailleurs, c'était dans la mythologie grecque le dieu de la guerre. Et donc, les Romains ne se sont pas trop compliqués l'existence. Ils l'ont appelé Mars, qui est aussi le dieu de la guerre chez les Romains. Alors, chez les Persans, donc, elle a porté le nom de Baran, qui signifie longue flèche lancée à grande distance, ou Palvaniskir, qui veut dire le guerrier céleste. Alors chez les Indiens, c'est encore autre chose. C'est Angakara, c'est celle qui est de couleur rouge. Angakara, ça veut dire aussi le tison en indien. Et Loitanga, qui est la compression de Loita, qui veut dire rouge, et Anga, le corps. Donc là, pareil, c'est une dénomination descriptive. Alors, de ces observations de l'époque antique jusqu'à la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, enfin surtout la Renaissance, il ne se passe pas grand-chose, parce que, mis à part remarquer qu'elle avait des rétrogradations, mis à part affiner la théorie des épicycles au système de Ptolémée, elle n'a pas servi à grand-chose, parce qu'on ne pouvait pas avoir grand-chose de plus. Il a fallu attendre l'invention des instruments d'observation. Et au premier d'entre eux, la lunette astronomique de Galilée. Galilée n'a pas été le premier à utiliser une lunette astronomique, mais l'un des tout premiers, on va dire, mais c'est en tout cas le premier qui s'est intéressé quand même à la planète Mars. La construction de la lunette astronomique, l'invention remonte à 1590 par le Hollandais Hans Lippershey, ça tout le monde le connaît. La légende, tout le monde la connaît aussi, ce sont ses enfants qui étaient opticiens donc à Middelbourg, et ce sont ces enfants qui, donc en jouant avec des lentilles, se sont aperçus qu'en alignant deux lentilles, sans en préjuger des caractéristiques, l'image était grossie, et c'est leur père qui a mis au point cet instrument militaire qu'il a vendu donc, auprès des militaires de son pays. Et les militaires de son pays se sont fait fort de vendre cet instrument révolutionnaire à d'autres pays, et c'est comme ça que Galilée est tombé dessus. Alors Galilée n'était pas du tout opticien. Il a fabriqué une soixantaine de lunettes dites de Galilée. Il s'est contenté de modifier l'oculaire de la lunette de Lippershey pour que l'image soit renversée. Pourquoi? Parce que c'était plus facile de tailler des lentilles convexes que des lentilles concaves. Et puis, ça permettait aussi de gagner un petit peu plus de lumière en sachant que les optiques de l'époque étaient loin d'être aussi parfaites que les optiques actuelles. Mais sur les 60 lunettes de Galilée, il y en a environ 56 qui ne fonctionnent pas. Et les 4 autres, c'était les siennes. Mais enfin, il s'est fait un petit peu d'argent avec ça, après tout, c'est bonne guerre. Avant, on était astrologue pour financer la recherche astronomique. Ben oui, il s'est fait opticien pour financer sa recherche astronomique. Alors, après s'être retourné vers la Lune, Jupiter, Saturne, Mars est passé aussi au travers de son oculaire. Et malgré les qualités relativement piètre de ces optiques et le faible grossissement, parce que les lunettes de Galilée, pour les plus perfectionnées d'entre elles, ne grossissaient que 30 fois, sur un tout petit diamètre qui était d'à peine 35-40 mm maxi. Il avait quand même remarqué que la planète n'était pas toujours
un disque et écrivait « Je n'ose pas assurer que je puisse observer les phases de Mars. Cependant, si je ne me trompe pas, je crois déjà voir qu'il n'est pas parfaitement rond. » C'est ce qu'il confie à son disciple Pierre Castelli, qui était un astronome amateur qui a gravité autour de Galilée pendant une bonne partie de sa carrière. Alors on reste en Italie et en 1636, c'est le savant et astronome amateur napolitain Francisco Fontana. Alors vous voyez apparaître le mot astronome amateur, vous verrez que dans l'exposé, la connaissance de la planète Mars a fait appel pendant très très longtemps, quasi exclusivement des travaux d'astronomes amateurs. Peut-être parce que les professionnels avaient autre chose à faire. Les professionnels se sont intéressés surtout à tout ce qui touche à la mécanique céleste et aux périodes de révolution, et les amateurs se sont intéressés, on va dire, au côté physique de la planète. Et ça n'a d'ailleurs pas changé. En France, la France était très en retard pendant très longtemps du point de vue astrophysique, c'est simplement parce que les initiatives d'astrophysique en France sont venues d'abord par les astronomes amateurs. Voilà, donc en 1636, les instruments font un petit peu de progrès, parce que vous savez qu'à l'époque, les objectifs étaient à lentille simple, et qu'une lentille simple produit de l'aberration chromatique, et plus on augmentait le diamètre de l'optique, donc la puissance de l'instrument, plus il fallait en augmenter la longueur, la distance focale. Et cette distance focale devait, pour des optiques d'une dizaine de centimètres de diamètre, devait déjà atteindre un rapport focal sur diamètre d'environ 30 à 35. Donc, je ne vous raconte pas ce que ça donnait ensuite quand on a utilisé des optiques de 20 cm à la fin du XVIIe siècle. Les instruments avaient des focales de 50 ou 60 mètres. Alors, Fontana, donc, c'est l'un des premiers qui commence à détailler la surface de Mars. Il voit la calotte polaire. Il voit une formation en espèce de V qui doit correspondre à Syrtis Major, c'est celle qui correspond le plus sur Mars. Et donc, c'est un petit peu le début de la topographie martienne. Alors, nous arrivons en France via l'Italie avec Jean-Dominique Cassini. Donc, Jean-Dominique Cassini qui a été le premier directeur de l'Observatoire de Paris, appelé à Paris par Louis XIV. L'Observatoire de Paris qui était construit en dehors des murs, donc à la campagne à l'époque. Et l'observatoire était équipé d'un de ses objectifs, d'une vingtaine de centimètres de diamètre, à ceci près qu'à l'époque, on était incapable de construire des tubes de lunettes de 50 mètres de long parce qu'il y a un problème d'efflexion. Donc, pour observer, on mettait l'ensemble objectif sur un tripode amarré en haut du bâtiment, avec une petite réglette dans laquelle on tirait une corde, et on s'assurait que la corde reste dans la réglette, et on se baladait en bas, une fois que la corde était tendue, avec l'oculaire pour aller pointer l'objet. Alors, c'est quand même assez extraordinaire qu'avec ce système-là, ils aient quand même réussi à faire autre chose que de voir passer la planète dans le champ et de faire quelques dessins, bon, qui certes ne sont pas forcément très précis et très exacts non plus, mais ça a permis de déterminer pour la première fois, approximativement, avec à peu près 3 minutes de précision, la période de révolution de Mars sur elle-même, ce qui était quand même assez remarquable. Alors évidemment, vu les difficultés de pointage, Cassini n'a pas pu assurer que toutes les 24 heures 40 minutes, il y avait une seule rotation plutôt que deux, parce que son optique était trop imprécise pour qu'il puisse noter le déplacement apparent des détails sur 2 ou 3 heures et donc dire non, c'est vraiment une rotation à 24 heures 40 plutôt que 2 rotations de 12 heures 20 ou 3 rotations 3 fois plus courtes. Alors, évidemment, cette planète rouge commence à intéresser la littérature, et la littérature populaire pour les gens lettrés de l'époque, parce que tout le monde ne savait pas lire, malheureusement. Et en fait, le premier ouvrage qui pose la question de la vie ailleurs que sur Terre, c'est le Cosmothéoros de Huygens, qui paraît en 1698. Et qui pose la question d'une possibilité de vie sur Mars et de la vie extraterrestre en général. Un petit peu plus tard, on verra apparaître la pluralité des mondes de Fontenelle, qui reprend aussi en partie cette question.
Et puis ensuite, d'autres ouvrages paraîtront. Et puis, au XIXe siècle, le grand défenseur des idées de la vie partout dans le système solaire, c'est notre ami Camille Flammarion, dont le premier manuscrit date de 1856, je crois, c'est la Cosmogonie universelle qu'il a écrit pendant son adolescence, à l'époque il avait 14 ans, qui ensuite a été refondu, complété, augmenté pour devenir la pluralité des mondes habités en 1862. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, autre ouvrage qui est peut-être l'un des premiers ouvrages de science-fiction, ce sont les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Et alors là, ce qui est amusant, c'est que Jonathan Swift fait mention des 2 lunes gravitant autour de Mars. On retrouve aussi d'ailleurs cette mention dans le Micro-Mégase de Voltaire, qui est paru quelques années plus tard. Alors, pourquoi est-ce que ces 2 auteurs ont fait état des 2 lunes tournant autour de Mars, alors que ces 2 lunes autour de Mars ont été découvertes en 1877 donc par Asaph Hall? C'est tout simplement parce que Kepler donc, a fait une transcription d'un écrit de Galilée, sauf que quand Galilée parlait de 2 lunes, c'était ce qu'il pensait être autour de Saturne. Parce que la lunette de Galilée n'était pas assez performante pour pouvoir détailler la note de Saturne, donc il voyait le disque de Saturne, il voyait, selon les époques, 2 points plus ou moins brillants de part et d'autre, et à certaines époques, plus de points du tout, quand les anneaux passaient donc dans l'alignement du temps d'écliptique. Et en fait, c'est la confusion entre Saturne et Mars qui a fait que ces 2 lunes de Mars se sont retrouvées dans la littérature populaire avant leur découverte. Alors, au XVIIIe siècle, il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il a fallu quand même attendre que les instruments astronomiques s'améliorent. Alors, évidemment, les lunettes sont devenues achromatiques au XVIIIe siècle. Et puis aussi, les télescopes ont quand même fait quelques progrès. Alors, il faut savoir que le télescope de Newton n'est pas du tout le premier télescope qui a été inventé. Il y a celui de Casin qui l'a précédé de quelques années, et puis le principe du réflecteur date en gros de 1540, c'est Léonard Dix qui l'a dicté, qui est un astronome anglais. Mais il n'empêche que les progrès des télescopes à miroir de bronze, parce qu'à l'époque les miroirs étaient en bronze et pas en verre, parce qu'on ne savait pas faire de l'argenture sur verre, donc autrement que sur le dos du miroir et pas sur la face réfléchissante. C'était à l'époque, on ne faisait pas d'argenture, on faisait de la réflexion au mercure qui était beaucoup plus fragile encore que l'argenture. Et au XVIIIe siècle, Herschel, donc en plus d'être organiste, compositeur de musique, d'ailleurs il a composé au moins 17 symphonies, il s'est donc lancé dans la taille des miroirs de télescope en tant qu'astronome amateur. Il est resté en gros astronome amateur jusqu'à l'époque où il a découvert la planète Uranus, qui d'ailleurs pendant quelques années s'est appelé Herschel, et c'est d'ailleurs pour cela que le plan de cycle qui représente Uranus, on a un H au-dessus de la petite boule qui représente Uranus, c'est en hommage à Herschel. Alors donc, Herschel était un observateur assidu qui a observé tout ce qui était possible d'observer, dont Mars, et donc lui, il s'est intéressé à un certain nombre d'oppositions, donc 1777, 79, 80 et 83. Et donc il affine la période de révolution et il s'intéresse aux variations des calottes polaires. On arrive au XIXe siècle avec un autre astronome amateur, qui est Jan Hieronymus Schröter, dont la vallée à côté des cirques Aristarque et Hérodote sur la Lune porte le nom, superbe vallée qu'on voit à proximité de la pleine Lune, donc 2-3 jours avant. Et donc, lui, il réalise un télescope de 152 mm de diamètre. Il lui permet quand même de grossir 134 et 161 fois. Il faut savoir qu'à l'époque, le test de Foucault n'existait pas pour tester les miroirs. Donc, la taille des miroirs, on disait qu'il faut faire un miroir sphérique concave. On faisait ça comme on pouvait, et c'était, on va dire, à l'oculaire qu'on jugeait de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité de l'instrument. Et donc, lui, malgré son petit diamètre de 152 mm, parce que là, c'est un télescope qui est court, donc qui est bien stable, il arrive quand même à commencer à ébaucher la cartographie martienne.
et donc de pouvoir donner du grain à moudre aux personnes qui ont ensuite se sont servis de ces observations et d'autres pour déterminer les périodes de révolution plus précises. Il faut savoir que les manuscrits de Schroeter, qui sont restés dans l'oubli pendant un petit 70-80 ans, et que c'est un astronome amateur belge qui les a retrouvés et qui les a confiés à l'université de Lille. Cet amateur belge, c'était un dénommé François Terby, qui lui aussi a largement observé la planète Mars, à tel point que Terby, comme beaucoup d'autres de cet exposé, ont leur nom sur des cratères martiens. Alors, deux autres astronomes amateurs, dont un est devenu professionnel ensuite, donc Wilhelm Lebert, qui est d'ailleurs le frère du compositeur Meyerbeer, et aidé de son professeur de mathématiques, Johann Madler, vous voyez qu'il a vraiment une tête de professeur de mathématiques, il ne doit pas être commode, hein, celui dont le portrait est en bas. Hein. Et donc, eux font des observations ensemble pendant plusieurs oppositions, 1830, 31, 34, 35, 38 et 39, avec une lunette qui avait un diamètre qui était que de 95 mm. Alors, vous voyez que ce qu'on voit avec une lunette de 95 mm de diamètre au XIXe siècle, c'est infiniment meilleur que ce qu'on voyait avec les grosses lunettes de 20 cm de diamètre chromatiques du XVIIe. Bon, c'est aussi des instruments qui sont sur des montures qui vont bien et qui permettent donc de pouvoir faire du dessin. Il faut savoir que le dessin à l'époque, c'est le seul moyen d'expression que possède l'astronome pour garder une trace de ses observations, puisque la première photographie astronomique, elle ne date, je crois, que de 1839. Et c'est bien sûr une photographie de la Lune. Alors, quand sur les diapos, il y a des cratères, ce sont des cratères qui portent le nom des gens qui sont en face. Donc, Baber a un cratère. Madler, il y en a aussi, mais je n'ai pas trouvé l'image. Peut-être qu'un jour, elle sortira, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à la trouver. Donc là, ils arrivent à une précision assez diabolique. Alors, là, on peut se demander comment on peut aller à un dixième de seconde de précision sur une période de révolution quand on observe Mars dans une lunette de 95 mm de diamètre. Enfin, les 24h37 minutes, eux, ils sont bons. Et alors, pour déterminer ces périodes de révolution, ils ont utilisé une tâche qui est caractéristique et qui est très contrastée, qui recevra le nom de B du méridien. Donc, ils ont fait ça au micromètre. Un micromètre, un instrument avec une croisée de fils, qui fait que, ils ont dû ceinturer la planète avec deux fils, et puis bien centrer le fil central sur le centre du disque pour pouvoir obtenir cette précision, qui est au moins de la minute. Alors, en 1862, nous avons le père Angelo Secchi, qui était aussi un multirécidiviste, puisqu'il s'intéressait à beaucoup de choses. C'est l'un des pères fondateurs de la spectroscopie en astronomie, entre autres. Auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le Soleil, qui est toujours une référence. Alors lui, il a été traîné ses guêtres à l'observatoire de Washington, et puis revenu donc de son périple américain qui a duré 3 ans. Il trouve à Rome un observatoire dans un état lamentable qui avait été laissé à l'abandon depuis la Révolution française, parce que vous savez que la Révolution française est essaimée aussi en Italie. Et cette lunette, cet observatoire, il l'équipe d'un matériel top niveau pour l'époque, à savoir un équatorial de 240 mm de diamètre. Donc là, avec des grossissements, ils vont aller à 300, 400 fois, voire même plus. Et là, effectivement, on commence à détailler la cartographie telle que nous, on peut la reconnaître avec nos instruments de 200 à 250 de diamètre. Et donc, c'est qui a été un grand pourvoyeur d'observations martiennes grâce à cet instrument. Alors, qui ne connaît pas Lord Ross? Alors, Lord Ross, qui est le 6e comte de Parsons, Parsons étant le comté de la famille, donc industriel par héritage de ses aïeux, immensément riche, astronome amateur, qui commence par construire un télescope de 91 cm de diamètre, qui va lui servir à faire des observations planétaires de très haute volée pour l'époque. Il va remplacer ensuite par un télescope de 183 cm de diamètre, qui est resté le plus grand télescope du monde entre 1843 et 1908. Alors, il faut savoir que la famille Parsons était spécialisée dans la mécanique à la fonderie,
et la société encore actuellement existante Grubb & Parsons, qui sont les descendants donc, de Lord Rosse. C'est cette entreprise qui a eu le marché de construction de la mécanique du télescope d'1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence. Donc, quelque part, il y a un souvenir de Lord Rosse à l'Observatoire de Haute-Provence. Un autre astronome amateur qui, lui, était à l'abri du besoin aussi, c'est William Lassell, qui, lui, avait un télescope d'1,20 m de diamètre qui était installé à Malte. Et là, bon, même si ces observations sont quand même beaucoup plus belles que les précédentes, on s'aperçoit quand même qu'elles ne sont pas 7 ou 8 fois ou 10 fois plus détaillées que les précédentes, ce qui laisse à penser ces deux auteurs que finalement, ce n'est pas forcément le diamètre le plus important qui va donner les images les plus détaillées. Parce qu'il fallait jouer avec la turbulence et puis jouer aussi avec les flexions d'instruments, parce que les barillet de ces instruments n'étaient pas les barillet qu'on met actuellement sur des optiques de ce diamètre. Alors, curieusement, c'est pas c'est qui va s'intéresser en premier à la spectro de Mars, mais c'est William Huggins, qui était, lui, un grand spécialiste de la spectro, il faisait que ça d'ailleurs. Et alors, il découvre des raies d'absorption qui laissent penser qu'il y a une atmosphère autour de Mars. Alors, bon, ben ça, d'autres s'étaient déjà plus ou moins aperçus de la chose, puisqu'il y a des circonstances où on a des structures de la surface de Mars qui disparaissent. On savait que les structures étaient fixes, mais de temps en temps, on les voyait disparaître à cause des nuages. Alors, on a tous, pour ceux qui l'ont observé, le souvenir de l'opposition de 2001, qui était une opposition qui était relativement intéressante, sauf qu'on n'a rien vu, parce qu'il y a une grosse tempête de sable qui s'est levée au début de la période d'opposition et qui a masqué tout le relief. Enfin, c'est une tempête généralisée qui a touché tout le disque visible de la planète. En gros, toute la planète, puisqu'elle tourne, donc en fait, on n'a rien vu du tout. On avait un beau disque orange et point barre, et une calotte polaire. Et donc, cette atmosphère, maintenant, grâce aux observations de Wilkins, on sait que c'est une atmosphère et pas seulement donc, du sable qui est à l'origine de ces raies d'absorption. Alors, en 1867, là, on commence à donner des noms. Alors, c'est Richard Anthony Proctor qui dresse la première carte avec un système de nomenclature qui ne sera pas le système retenu à la suite, mais qui au moins fait un inventaire précis des formations fixes qu'on trouve sur les deux faces du disque de Mars. Alors là où il s'est passé beaucoup de choses, c'est lors de l'opposition périodique de 1877, qui était une opposition qui était quasi aussi belle que celle de 2003, du point de vue du diamètre apparent. Alors, le premier qui entre en scène, c'est Olaf Hall, qui est un astronome de l'Observatoire de Washington. Et cet astronome était tombé sur les romans de Voltaire et de Jonathan Swift. Il s'est dit, mais bon sang, ce serait quand même intéressant de trouver ces deux lunes de Mars. Et puis, il va se mettre en chasse à la grande lunette de l'Observatoire de Washington, qui je crois faisait 50 cm de diamètre, de pister les satellites en question. Alors, il observe sans relâche pendant toutes les nuits de l'opposition. Il fait un peu comme Babet Moreux en 1927, je crois, qui lui a observé Mars 87 nuits d'affilée. Là, il a fait à peu près pareil. Et puis la dernière nuit, il en avait complètement marre. Il disait c'est la dernière. Et il a l'impression de voir quelque chose. Et cette dernière nuit, s'il l'a faite parce qu'il voulait déclarer forfait la nuit précédente, c'est parce que son épouse lui a dit « Insiste, tu vas finir par le voir ». Donc il a insisté, la nuit d'après, il a vu quelque chose qui lui semblait être furtif et qui pouvait éventuellement correspondre à un satellite. Mais comme vous savez, une observation comme celle-là, il faut la confirmer. Et bien, il attend le lendemain, et les jours suivants, il attendra 15 jours, parce qu'ensuite il y a 15 jours de mauvais temps, pour trouver confirmation non pas de la présence de ce satellite, mais de la présence des deux satellites, puisqu'il a découvert les deux satellites, donc la première nuit après cette période de mauvais temps, donc en 1877. C'est comme ça que sont nés Phobos et Deimos, qui sont représentés ici, vus par Lucien Rudeau. Si vous ne connaissez pas Lucien Rudeau, je vous recommande vivement, si vous arrivez à le trouver, la lecture et surtout la contemplation, parce que c'est surtout un livre d'images.
son superbe ouvrage qui s'appelle Sur les autres mondes, où grâce à ses connaissances d'astronome amateur et son talent d'aquarelliste, il s'est amusé à dessiner les paysages donc, du ciel vu et des panoramas des diverses planètes du système solaire comme si on y était. Et avec un réalisme absolument fulgurant, puisque en gros tout ce qu'il avait supputé a été confirmé par les missions d'exploration qui sont arrivées beaucoup plus tard. Alors là, 1877, entre en scène Giovanni Schiaparelli. Alors, Giovanni Schiaparelli, qui est directeur de l'observatoire de Brera de Milan, vous voyez, c'est ce bâtiment un petit peu insolite, c'était l'observatoire Brera, je ne sais pas s'il existe encore, je pense que oui. Et puis lui, il observe Mars avec un instrument de bonne qualité et il a l'impression de voir des lignes à la surface de Mars. Il va l'appeler canali. Canali, en gros, en italien, ça doit vouloir dire, peut-être que Jean-Pierre me confirmera, ça veut dire en gros structure rectiligne. Mais en aucun cas, il se permet de donner une interprétation sur l'origine de ces canali. Mais vous voyez qu'il commence à en voir un certain nombre. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puisque, à la lecture des publications de Schiaparelli, notre cher Camille Flammarion, qui voyait de la vie partout dans le système solaire, se dit « Eureka, j'ai trouvé, c'est la preuve de la présence d'une civilisation intelligente à la surface de Mars. » On sait qu'il y a des calottes polaires, donc il y a de l'eau, probablement, encore qu'on aura trouvé de l'eau plus tard que sur l'une des deux calottes, pas sur l'autre. Donc il faut forcément amener l'eau de ce méga réservoir qui est la calotte polaire vers les zones équatoriales où il fait plus chaud. Et pour cela, il faut des canaux. Donc ces canaux sont la preuve d'une vie intelligente sur Mars. Camille Flammarion s'est longtemps intéressé à la planète Mars et juste après, de 1877 à 1892, il va rédiger un ouvrage monumental dont je vous recommande aussi la lecture. Malheureusement, il est quasi introuvable, il n'a jamais été réédité. C'est La planète Mars et ses conditions d'habitabilité, qu'on doit cependant pouvoir trouver sur Gallica en PDF. Mais c'est un monstre, hein, c'est un bouquin qui fait plus de 560 pages. Et dans cet ouvrage, il détaille toutes les observations réalisées depuis l'invention de la lunette de Galilée. Et puis, il y va à la fin de son ouvrage de son couplet sur la végétation de la surface de Mars, la présence des habitants, à quoi ils pouvaient ressembler, etc. Dans le registre, quelques années plus tard, il publie donc Uranie, qui était un roman philosophique, où il met en scène sa première épouse, Sylvie Petiot. Sylvie Petiot, qui est pour nous la régionale de l'étape, puisqu'elle est née à Valenciennes. C'était la fille de l'architecte municipal de la ville de Valenciennes qui a construit certains édifices qui sont toujours debout, à savoir la tour Saint-Géry, à savoir les conservatoires, à savoir le monument Froissart, et à savoir le presbytère de Saint-Géry et la reconstruction de la façade de l'hôtel de ville en 1868. Et donc on va dire que le beau-père de Camille Flammarion était valenciennois, et d'ailleurs Camille Flammarion est venu très souvent à Valenciennes. D'abord parce que son épouse en était originaire, et ensuite parce que le parrain de Sylvie Flammarion, c'était le sculpteur Henri Lemaire. Henri Lemaire, qui est un prix de Rome, qui a, entre autres, décoré le fronton de l'église de la Madeleine à Paris. Donc voilà, ça, on s'éloigne un petit peu de Mars, tout ceci pour vous dire que donc Flammarion a mis en scène sa première épouse dans un roman philosophique qui se passe sur Mars, donc parmi les habitants de Mars. C'est assez amusant à lire d'ailleurs. Et alors ce premier volume, paru en 1892, de La planète Mars et ses conditions d'habitabilité, lui-même ne va pas tomber dans l'oubli, puisque un astronome amateur immensément riche américain, qui s'appelle Percival Lowell, va tomber donc de passion pour cet ouvrage, tellement de passion qu'il va consacrer sa vie à l'observation de la planète Mars. Alors, il était donc industriel de son état, plus ou moins diplomate. On a dit qu'il avait été aussi agent secret, mais ça, bon, peu importe. Et il consacre toute sa fortune à la construction d'un observatoire digne de ce nom, et il l'installe au fin fond du désert de l'Arizona, dans
endroit où on cherchait du pétrole, qui s'appelle Flagstaff, où il y avait 3 baraques et pas grand-chose d'autre, et une petite colline. Donc il achète la colline, et au sommet de la colline, il installe son observatoire équipé d'une lunette de 66 cm de diamètre. Alors naturellement, comme il était très imprégné des lectures de Flammarion, et que Mars ne pouvait pas être autrement que couvert de végétation, il essaye de reconstituer sur sa colline l'ambiance de Mars. Donc il fait planter des pins tout autour de son observatoire, ce qui fait qu'il n'aura jamais d'image vraiment digne de ce nom, puisqu'il n'y a rien de pire pour générer de la turbulence nocturne qu'une forêt de pins. C'est Jean Dragesco qui m'a raconté qu'en 1988, on lui avait proposé d'utiliser la lunette de Flagstaff pour l'opposition de Mars. Alors, dans un premier temps, il s'est dit pourquoi pas, parce que c'était pour lui, qui était astronome amateur, même très talentueux et de réputation mondiale, le moyen d'accéder à un instrument historique qui est de 66 cm de diamètre. Mais il s'est quand même posé la question de savoir pourquoi les astronomes de l'observatoire de Flagstaff, parce que l'observatoire fonctionne toujours, avait décidé pour cette opposition d'aller plutôt dans les observatoires chiliens. Bon. Et ben, il a compris quand il est arrivé à Flagstaff, parce qu'en fait, il a une opposition quasiment, il a fait toutes les nuits, donc il faisait en photographique sur du TP2415 codec. Et en gros, sur l'ensemble de sa campagne d'observation de Mars à la lunette de Flagstaff, il a eu une fois, donc visuellement, une résolution d'environ 0,25 secondes. Ce qui est la résolution qu'on demande en visuel à ce type de lunettes. Pour information, si on avait planté les lunettes de Flagstaff sur le site de Priche, on aurait ça environ 40 ou 50 fois par an. Donc tout ceci pour dire qu'il n'a pas forcément fait le bon choix, mais il n'empêche que, avec son pouvoir de persuasion, par le fait qu'il est rentré en contact avec Flammarion qui était capable de vendre des réfrigérateurs aux Esquimaux, tous les deux vont réussir au forceps à convaincre la communauté scientifique de la réalité de ces canaux sur Mars, beaucoup moins de leur interprétation. Alors vous avez en bas la carte, une des cartes donc de Percival Lowell, où là vous voyez que c'est vraiment le grand délire, vous avez des canaux dédoublés, enfin c'est vraiment un peu n'importe quoi. Maintenant on sait que c'est n'importe quoi, mais à l'époque c'était pas n'importe quoi. Alors, engouement populaire, quand il entend parler des canaux de Mars, évidemment, la science-fiction s'en donne à cœur joie. Et ça donne lieu à la parution en 1898 du roman de Wells, La guerre des mondes, qui ensuite a été mis sur une version radiophonique en 1938, qui va faire peur à une bonne partie de l'Amérique, et qui ensuite a fait l'objet d'un certain nombre de mises en scène cinématographiques. Alors à l'époque, les dessinateurs amateurs s'en donnent à cœur joie aussi. Là, vous avez sur le côté gauche un dessin d'un des dessinateurs les plus célèbres de la fin du XIXe siècle, qui était Léopold Trouvelot, qui était en région parisienne et qui dessinait avec les grandes lunettes de l'époque. Et là, j'ai mis en face une image qui date de la présente opposition, qui a été réalisée au C14 à Priche, de la région à peu près correspondante, où vous avez ici, évidemment, cette tâche-là qui correspond à ça, et ce petit morceau ici qui correspond à ça. Donc, ils n'avaient quand même pas encore, là, ils avaient quand même le sens plus artistique que vraiment scientifique, parce que, avec l'instrument qu'ils utilisaient, qui était une lunette de 24 cm de diamètre, normalement, ces petites choses-là, ils devaient les voir. Puisqu'on les voit très bien, moi je me souviens de la lunette de Juvisy qui fait aussi 24 cm de diamètre sur l'opposition de 2014, ça, on voyait ça magnifiquement. Alors maintenant, s'il y a des habitants sur Mars, ça serait intéressant d'essayer de communiquer. Alors on va essayer de communiquer, et pour cela, il y a le prix Nobel de physique 1909. Il y a une interférence. Là, ce sont les Martiens qui communiquent. Donc, Nikola Tesla, qui pense avoir entendu un signal radio en provenance de Mars. Et donc, il l'annonce de façon un peu prématurée, et forcément, ça fait, comme on dit actuellement, le buzz.
Et alors, toutes ces velléités de civilisation martienne vont tomber à l'eau en 1907, puis en 1909. Alors, en 1907, Percival Lowell, pour donner du crédit à ses écrits, fait relire son manuscrit par Alfred Russel Wallace, qui était un des grands savants scientifiques les plus érudits anglais de l'époque, qui était d'ailleurs un des disciples de Charles Darwin, puisqu'il l'a accompagné dans l'expédition du Beagle. Et puis donc Alfred Russel Wallace fait savoir à Percival Lowell que c'est impossible de cautionner tout ce qui est écrit dans son livre. Et en guise de critique littéraire qui fait paraître donc dans les revues scientifiques de l'époque, il écrit que essayer de faire voyager ce maigre surplus d'eau, évidemment, dans des canaux toujours pleins, de l'autre côté de l'équateur, dans l'hémisphère opposé, à travers de terribles déserts et sous un ciel sans nuages, comme M. Lowell nous le décrit, serait plutôt l'œuvre de fous que d'êtres intelligents. Il est tout à fait certain que pas une seule goutte de cette eau n'échapperait à l'évaporation et une infiltration dans le sol, et cela dès les 150 premiers kilomètres. Donc en gros, la messe est dite. Alors, un autre empêcheur de tourner en rond, Eugène Antoniadi. Alors, Eugène Antoniadi, c'est bien dommage que les astronomes amateurs ne le connaissent que très peu, parce que c'était quand même quelqu'un qui a fait beaucoup dans l'observation astronomique. Il était né à Constantinople, donc en 1870, et puis il avait entamé des études d'architecte qui ne le passionnaient pas vraiment. Et comme il était très bon quand on était architecte à Constantinople de venir terminer ses études à Paris, il vient terminer ses études à Paris. Et surtout, il vient à Paris parce qu'il a entendu dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Camille Flammarion, qui a un observatoire situé près de Paris, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, et que cet astronome autodidacte Flammarion était dans la grande période de rédaction de ses grands ouvrages, parce qu'il faut savoir que dans l'œuvre littéraire de Camille Flammarion, il y a eu les ouvrages monumentaux et il y a eu ensuite les ouvrages, on va dire, un peu plus légers. Alors, les ouvrages monumentaux, c'est la période de 1879-1897-18. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il a besoin d'argent. Il reçoit en don d'un mécène qui s'appelait Louis-Eugène Méret l'Observatoire, car c'était à l'époque un relais de poste, donc une résidence de vacances que Louis-Eugène Méret, qui était astronomateur, avait en possession. Lui était viticulteur bordelais, et il venait observer l'été avec son copain Franqueur, qui était astronome à l'Observatoire de Paris. Donc il a fait ça jusqu'en 1870, et après les Prussiens sont arrivés, la propriété a été vandalisée, et puis Méret, prenant de l'âge, il s'est dit, bon, maintenant je veux que je visite, et puis il reçoit l'astronomie populaire de Camille Flammarion, et il voit dans l'une des dernières pages un appel à souscription de l'ensemble des lecteurs de l'astronomie populaire pour créer un observatoire populaire en région parisienne. Alors, Méret écrit à Flammarion en disant, moi, je n'ai pas 10 francs à vous donner, j'ai une propriété. Alors, Flammarion n'y croit pas, il ne répond même pas. Alors, Méret réécrit 6 mois plus tard, et Flammarion n'y croit toujours pas, et ensuite, la troisième lettre de Méret, qui se fait un peu plus insistant, là, Flammarion commence à prendre la chose au sérieux, et il va partir dans le Bordelais avec son notaire, et l'affaire est faite, il devient propriétaire de ce magnifique bâtiment du XVIIIe siècle et des 2 hectares et demi de parc qu'il comptait à l'époque. Et puis, la condition que mettait Méret, c'est que Flammarion le transforme en observatoire. Et Flammarion transforme son relais de poste en observatoire, sauf que ça va coûter beaucoup d'argent parce qu'il ne veut pas que ce soit un observatoire comme tout le monde. Il veut avoir à Juvisy l'équivalent des lunettes astronomiques de l'Observatoire de Paris. Donc, il commande la lunette de 240 mm de diamètre, qui est la copie conforme de celle qui se trouvait sous la tour ouest de l'Observatoire de Paris. Il a fait réaliser par les mêmes fabricants, et il fait monter tout ça en haut du bâtiment, ce qui a posé quelques problèmes d'ailleurs quand on a procédé à sa restauration, à sa reconstruction en 2010. Et donc tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, et donc la seule façon qu'a Flammarion de remplir la caisse, c'est ses conférences, ça ne va pas bien loin, et c'est sa plume. À l'époque, son frère, qui était apprenti graveur chez Marpon, il le lance dans l'édition. Et Ernest Flammarion rachète donc à la retraite de Marpon la maison Marpon.
Et Camille lance son frère dans l'édition en l'abreuvant d'ouvrages monumentaux et qui ont tous eu le même succès, à tel point que quand ses créanciers arrivaient à l'observatoire pour payer les travaux, ils disaient l'argent, c'est pas moi qui gère, allez chez mon frère. Donc, à cette époque-là, Flammarion n'avait plus le temps d'observer, et c'est pour cela qu'il a enrôlé des astronomes adjoints, qui n'étaient pas plus astronomes que lui d'ailleurs. Alors, il y a eu Ferdinand Quinissé, qui a lancé l'astrophysique et la photographie astronomique à Juvisy, et il y a eu Eugène Antoniadi, qui est arrivé donc en gros vers 1892, juste à la parution de La planète Mars et ses conditions d'habitabilité. Et Antoniadi va donc observer assidûment la planète Mars jusqu'en 1902 à peu près. Alors, moi j'ai eu la chance de tomber il y a plus de 30 ans lors d'une vente aux enchères à l'hôtel Drouot à Paris, une vente aux enchères du 30 juin, les plus intéressantes parce que tout doit disparaître. Alors, entre la table de la salle à manger, l'armoire à glace et puis les couvertures et la vaisselle, il y avait une partie de bibliothèque où il y avait quelques livres d'astronomie et un paquet de manuscrits. Alors, le paquet de manuscrits, c'était correspondance d'Eugène Antoniadi. Personne ne connaissait dans la salle Eugène Antoniadi. Et cette correspondance a été adressée à l'abbé Moreau. Et alors là, dans cette correspondance, il y a une lettre qui a très très grand intérêt historique, parce que dès 1894, Antoniadi émet des doutes sur la réalité des canons de Mars suite à ses observations à la lunette de Flammarion. Alors là, peut-être qu'il y a eu un peu d'eau dans le gaz à ce moment-là avec Camille, parce que il était payé pour sortir des canaux, il n'était pas payé pour dire que les canaux n'existaient pas. Et puis de bon an mal an, il s'en va. Camille Flammarion le remercie en 1900. Vers 1902, il retourne à Constantinople pour se marier. C'est des choses qui arrivent. Et par contre, il sera appelé en 1909 à l'observatoire de Meudon pour faire les mêmes observations qu'à Juvisy, mais avec la grande lunette de Meudon qui fait 83 cm de diamètre. Et là, voilà une des observations qu'il a fait donc, à Meudon et qui ne laisse aucun doute sur le fait que les canaux sont en fait des ensembles de formations complètement naturelles qui n'ont absolument rien de rectiligne. Et c'était simplement le pouvoir séparateur des instruments de l'époque lié donc, aux structures de turbulence qui donnait l'impression qu'on voyait ce genre de choses. Alors, pour ne rien vous cacher, de temps en temps, on en voit. Il y a eu 2 ou 3 nuits là où j'ai eu Mars complètement stable et où j'ai pu la grossir 7 ou 800 fois au C14, et à ces grossissements-là, quand l'atmosphère est complètement stable, on voit ce genre de choses. Mais bien sûr, on sait maintenant que ce n'est pas des œuvres de civilisation intelligente. Alors, le curseur, le voilà. Parce que quand on travaille sur 2 écrans, c'est des fois un peu compliqué. Voilà. Alors, en 1927, on commence à parler de choses un peu plus sérieuses, avec William Koblenz et Paul Ramplan, et puis un troisième larron qui s'appelle Donald Menzel. Et eux font de la radiométrie. C'est-à-dire qu'ils déterminent le couple thermoélectrique entre le fond du ciel et les diverses régions de Mars. Et là, ils arrivent à déterminer un peu ce qui se passe à la surface du conduit de température. Et ils voient qu'il y a une grande différence de température entre le jour et la nuit. Ce qui est peu étonnant, puisque l'atmosphère de Mars elle est certes existante, mais c'est 7/100 de la pression atmosphérique terrestre. Vous savez que moins l'atmosphère est dense, plus on est sensible aux différences d'éclairage par le Soleil. C'est pour la raison pour laquelle les astronautes sur la Lune avaient plus 100 degrés quand ils regardaient le Soleil, et ils avaient moins 120 degrés dans le dos. D'où le caractère complexe de la conception de leur combinaison pour résister à ce différentiel thermique quand ils étaient en sortie. Alors là, on commence à arriver chez des gens qu'on a connus pour certains d'entre nous. Bon, Bernard Liot, c'est un peu juste parce qu'il est mort en 1952. Henri Camichel, oui, parce qu'il est décédé à la fin des années 80. Focas, c'est pareil. Et Audin Lefus, lui, on l'a bien connu puisqu'il est décédé en 2010. Et il était toujours, c'était un des fidèles des réunions à la SAF, à la commission des surfaces sanitaires, et c'était vraiment quelqu'un de très, très, très disponible. Et Audin Lefus, avec ses copains, il n'hésitait pas, donc à l'époque où il n'y avait pas de téléphérique pour monter à l'observatoire des Pics du Midi, il n'hésitait pas à monter en raquette. C'était d'ailleurs le seul moyen d'accès à l'observatoire à l'époque. Alors, l'observatoire des Pics du Midi, c'est l'un des 3 observatoires français qui ont été précurseurs dans le domaine de l'astrophysique.
Et ces 3 observatoires français précurseurs de l'astrophysique ont tous été fondés soit par des mécènes, soit par des amateurs, mais jamais par l'astronomie officielle. Alors ces 3 observatoires, c'est le Pic du Midi, le premier c'était en 1800... Non, c'était Juvisy en premier, 1879. Non, c'était le Pic du Midi, 1877. Juvisy, 1880 à peu près. Et le troisième, c'est l'Observatoire de Haute-Provence, qui, comme vous le savez sûrement, a été fondé à partir du financement par un mécène du télescope de 80 cm de diamètre. Le mécène, c'était Hassan Faridina. Alors ça, c'est toute une histoire, on peut faire une conférence là-dessus. Donc là, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Toujours est-il que le Pic du Midi a été choisi dans ces conditions d'accessibilité difficile à cause de sa stabilité d'image. C'est un observatoire qui a été créé sur une prospection, donc à la fin du 19e siècle, et les instruments qui ont été montés étaient à l'époque une lunette de 60 cm de diamètre montée en réfracteur-réflecteur. Et cette lunette de 60 cm de diamètre, ce n'était pas autre chose que l'objectif de l'Équatorial Coudet, l'Observatoire de Paris, qui avait servi à messieurs Lévy et Puiseux à la publication de l'atlas photographique de la Lune, qui est historiquement le plus intéressant. Et d'ailleurs, l'Équatorial Coudet, l'Observatoire de Paris, la carcasse existe encore, elle est en train de rouiller au pied de la tour solaire à Meudon, et le bâtiment est en train de pourrir dans le jardin de l'Observatoire. Personne ne s'intéresse à cet instrument, alors que l'objectif de 60 cm de diamètre, il doit traîner quelque part toujours au Pic du Midi, même s'il est plus monté, puisqu'il était dans la coupole du télescope de 1 mètre. Et donc, quand le 1 mètre est arrivé, la lunette de 60 a été démontée. Et pourtant, cet instrument en plein cœur de Paris, ce serait un superbe instrument d'astronomie populaire. Mais ça, pour leur faire comprendre, c'est compliqué. Alors, pour revenir au côté populaire de la légende martienne, la guerre des mondes, parue en 1898, fait l'objet d'une version théâtrale dramatisée, donc qui est diffusée sur les ondes en 1938. Et alors, bien sûr, ça a été arrangé. Les Martiens devaient débarquer dans l'État du New Jersey. Il y a eu 6 millions d'auditeurs, et malgré le fait que la radio avait prévenu que c'était une fiction, il y a plus d'1 million de personnes qui se sont calfeutrées pensant que l'invasion des Martiens était imminente. Si on refaisait ça maintenant, peut-être qu'on aurait le même effet. Il n'y a pas de raison. Alors, avec un spectromètre infrarouge placé au pied du télescope de 2 mètres de l'observatoire McDonald, M. Kuiper, donc on connaît essentiellement pour sa ceinture, met en évidence en 1947 la présence de gaz carbonique dans l'atmosphère martienne. Donc déjà, ça ne nous arrange pas trop parce que une atmosphère à très faible pression qui en plus de ça regorge de gaz carbonique, ça n'indique rien de très bon qui vaille pour en faire quelque chose de respirable. Donc dès lors, on sait que la planète Mars, même si ces températures vont de plus 20 degrés au maximum à moins 80 la nuit, sont peut-être encore être gérables pour des humains, puisque, ni plus ni moins, au fin fond de la Sibérie, en exagérant à peine, c'est à peu près les mêmes températures, les mêmes différentiels. Là, le fait de n'avoir respiré que 0,07 pression atmosphérique de gaz carbonique, là, ça va limiter quand même les ardeurs. Alors, en 1948, il y a Aubin Dollfus qui utilise la polarimétrie. Alors, la polarimétrie, c'est un procédé qui permet de déterminer, par rapport à des comparatifs terrestres, de matériaux terrestres, la structure du sol des planètes. Et donc, il arrive à déterminer que le sol martien, c'est de l'oxyde de fer hydraté, et que c'est une roche qui est très poudreuse, un petit peu à l'image du régolithe sur la Lune. Et ce n'est pas étonnant, parce que le régolithe sur la Lune formé de micrométéorites qui se sont ensuite trouvés dégradés par le rayonnement cosmique. C'est un peu ce qui s'est passé sur Mars aussi, sauf que la matière première n'est pas tout à fait la même. Et donc, d'autres mesures polarimétriques au niveau des calottes vous montraient une proposition aqueuse au niveau des calottes, mais sans pour autant dire que c'est de l'eau. En fait, on retrouve de l'eau que sur l'une des deux calottes, mais pas sur l'autre. Sur l'autre, c'est de la glace carbonique.
Alors, Eureka, janvier 1963, toujours au loin, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars avec une concentration égale à 0,0045 g par centimètre cube. Ce n'est pas des centimètres carrés, c'est des mètres cubes. Les concentrations, c'est dans des volumes, ce n'est pas dans des surfaces. Alors, vous voyez, ça, c'est les notes caractéristiques des cahiers d'Omanofus. Hein. Ils nous les avaient déjà montrées. C'était tout en manuscrit, tout en dessin. Enfin, vraiment, c'était une autre époque. Hein. Alors, après ça, on s'en va vers l'exploration de la planète Mars. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les soviétiques qui ont tenté le coup les premiers dès 1960, avec les sondes Marsnik 1 et 2 qui ont été des échecs. Mais ça, les soviétiques ont l'habitude des échecs, les Américains aussi à l'époque avaient l'habitude des échecs. Et de toute façon, Mars était une planète qui a été sujette à beaucoup d'échecs de mission. Alors, il faudra attendre donc, le novembre 64, donc, enfin juillet 65 plutôt. En France, c'est novembre 64 et le temps de arriver, c'est en juillet 65, pour que la sonde Mariner 4 envoie les premières images de la surface de Mars. Alors, ce sont des images, vous voyez, qui sont quand même très peu résolues, prises à un peu moins de 10 000 km de distance, mais on s'aperçoit quand même que la surface de Mars, c'est des cratères, comme on apprendra plus tard que la surface de Mercure, c'est des cratères, et qu'on apprendra encore plus tard que la surface de Vénus, c'est des cratères. Vénus, c'est beaucoup plus érodé à cause de l'atmosphère, mais Mercure, la Lune et Mars, vu la pauvreté ou l'absence d'atmosphère, les cratères sont parfaitement conservés. La moisson de documents importante de la cartographie martienne va être faite par les missions Mariner 6 et 7 et surtout Mariner 9 en 71, pour ce qui est de la troisième, avec plus de 7000 images. Et c'est à la suite de cette campagne d'observation qu'on découvre le mont Olympe, l'Olympus Mons, qui est le plus important volcan du système solaire, avec ses 27 km d'altitude, et sa base qui est grande comme la France. Ensuite, la chaîne de Tharsis et surtout Valles Marineris, qui est une structure qui a été dénommée comme telle en mémoire de cette mission. Valles Marineris, qui est un canyon de plusieurs centaines de kilomètres de longueur, et qu'on connaît surtout par les images que les sondes ont pu nous apporter, parce que pour le voir visuellement, c'est impossible à moins de 7 ou 800 mm de diamètre. Alors ça, c'est quelques images donc, prises par Mariner 9. Vous voyez que la résolution était quand même pas si ringarde que ça pour l'époque. Hein. On arrive quand même à bien détailler. Et là, l'image de Mars, c'est une mosaïque, hein, en fait, des 7000 images qui ont été prises donc, pendant toute la mission. Alors, le premier objet terrestre à avoir percuté le sol de Mars, c'est en fait un objet soviétique, la sonde Mars 2, qui a été lancée en mai 71 et qui est arrivé, donc, qui était muni d'un atterrisseur qui s'est posé le 27 novembre 71, un peu brutalement, donc il s'est écrasé. Mais c'est quand même le premier objet terrestre qui a fabriqué par les humains qui a touché la surface de Mars. Mais la grande mission historique, c'est surtout celle-là, c'est les missions Viking 1 et 2. Donc, sur la photo de droite, vous avez une des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, c'est Carl Sagan, qui pose à côté de la mission, enfin, de l'atterrisseur Viking. Vous voyez, c'était pas quelque chose d'énorme. Et il n'empêche que c'est le lander de Viking 1, il a quand même survécu pendant 6 ans sur Mars, alors qu'il était prévu de fonctionner pendant 2 ou 3 mois. Et donc, ces deux missions, elles sont arrivées en 1976. Et pour la propagande américaine, il était prévu initialement que Viking 1 devait se poser le 4 juillet 1976. Et ça, c'est une date doublement historique, parce que c'était non seulement l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis, mais c'était le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Pour manque de chance, quand l'orbiteur a commencé à cartographier avec précision la zone d'atterrissage, s'est aperçu que c'était une zone qui était quand même particulièrement accidentée et qu'il y avait un gros risque de perdre la sonde si on la posait le 4 juillet. Donc en gros, il y a eu une redéfinition du site d'atterrissage et pour finir, la sonde s'est posée le 20 juillet. Et ces missions, donc, elles ont ramené, vous voyez, 50 000 images. Hein, donc,
c'était vraiment une grosse moisson. Il n'y avait pas que de l'imagerie, il y avait aussi, le but c'était d'essayer de trouver une preuve de la présence ou de l'absence de la vie sur Mars. Alors pour l'instant, il y a encore des expériences des deux sondes Viking qui sont en cours de dépouillement et certaines qui prêtent à confusion, enfin qui portent à controverse plutôt. Puisque pour certaines de ces expériences, il y a une preuve formelle qu'il y a une réaction, une réaction chimique procédée à la surface de Mars qui tente à prouver qu'il y a de la vie sur Mars. Bon, sauf qu'on n'a jamais réussi à démontrer pour l'instant que cette expérience n'était pas valide. Ceci dit, comme elle n'a pas été renouvelée, on ne peut pas la corroborer. Et d'autant plus que maintenant, on est quand même très coincé par rapport à ça, parce que depuis qu'on envoie des objets sur Mars, s'il y a une forme de vie sur Mars, là, la réponse est oui. Et de quelle est l'origine martienne peut-être, mais assurément terrestre. Il faut savoir que les deux sondes Viking sont les seules qui ont été posées sur Mars qui ont été aseptisées avant le départ. C'est-à-dire qu'elles ont été chauffées à 180 degrés et donc mises en place en atmosphère aseptique. Donc là, on peut a priori garantir que les deux sondes Viking étaient exemptes de bactéries. Et si vous prenez par exemple sur la Lune la sonde Surveyor 6 qui a été envoyée par les Russes et qui a dû se poser en 1966, et la mission Apollo, je crois que c'était Apollo 14, qui s'est posée à 300 mètres de Surveyor 6, il y a naturellement des prélèvements bactériologiques qui ont été réalisés par les astronautes autour de Surveyor. Et en fait, on s'est aperçu que la colonie de bactéries qui s'est développée autour de Surveyor 6 en 3 ans et en atmosphère complètement anaérobie, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, et exposée au rayonnement cosmique, elle faisait à peu près 300 mètres de diamètre. Donc, c'est vous dire que maintenant, trouver une preuve de vie sur Mars, de vie martienne, ça va être très compliqué. Alors là, je n'ai pas continué sur les missions suivantes qui vont faire l'objet du deuxième exposé, puisque le deuxième exposé, c'est faire connaissance avec Mars. Donc, en gros, on va y relier les diverses missions et ce qu'elles ont apporté. Et donc là, c'est la première image du sol de Mars. Alors, par rapport au rêve de Camille Flammarion et de Percival Lowell, on est quand même un peu déçus. Parce qu'on trouve la même caillasse à la surface de Mars que Venera avait trouvé à la surface de Vénus en 1974, je crois, ou 75. Partout où on a posé des sondes sur Mars, on a trouvé des cailloux, du sable, qui correspondent d'ailleurs à merveille à l'intuition qu'il y avait eu au Nautilus. Et là, c'est la première photographie. Ensuite, il y a la première photo couleur de la surface de Mars. La voilà avec des couleurs style années 70. Naturellement, ça a peut-être été un petit peu poussé vers le rouge. Il faudrait peut-être dégrader un peu la saturation pour avoir un aspect un peu plus réel. Voilà donc voilà pour la partie historique. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas trop comment on va gérer les questions, mais on va essayer de les gérer. Voilà.